Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être un bilan lecture parce que ça fait quand même pas mal de temps que je vous en ai pas fait et c'est vrai qu'avec la canicule qu'il a fait ces derniers jours c'était impossible de filmer une vidéo, il faisait beaucoup trop chaud, donc je profite du temps un petit peu plus clément pour vous filmer cette vidéo. Donc j'ai quand même 5 livres à vous présenter, c'est mes lectures de je dirais fin mai, juin, voilà. Donc on commence tout de suite. Le premier livre que j'ai lu, donc ça date déjà du mois de mai, donc j'espère pouvoir me souvenir un petit peu. Donc il s'agit de Leurs enfants après eux de Nicolas Mathieu aux éditions Actes Sud. Alors comme vous le savez certainement, il s'agit du prix Goncourt 2018. C'est de la littérature blanche, mais à ma grande surprise, j'ai beaucoup aimé. Je m'attendais pas du tout à aimer autant. Pour l'histoire, on va se situer dans les années 90. Donc tout débute en août 92. On va suivre Anthony, qui est un jeune garçon de 14 ans, qui se fait littéralement chier pendant les vacances scolaires. Et avec son cousin, il décide de voler un kayak pour aller, enfin un canoë, un kayak, je sais plus, pour aller dans une crique. Et dans cette crique, ils vont faire la rencontre de deux jeunes filles, donc Clémence et Stéphanie. Et Anthony va s'éprendre de Stéphanie, sauf que c'est un gamin de 14 ans qui sait pas trop comment s'y prendre avec les filles. En parallèle de ça, on va suivre aussi Yacine, qui est un jeune de banlieue, qui arrondit les fins de mois un petit peu en faisant du trafic de cannabis, sauf que là, en août 92, c'est un peu la pénurie, il n'y a plus d'approvisionnement, donc c'est un peu la dèche, et ils se font chier dans leur cité, ils savent pas quoi faire, la petite bande de Yacine. Et évidemment, les destins de ces trois personnages, donc Stéphanie, Anthony et Yacine, vont se recouper et on va avoir des bonds, des ellipses de 2 ans à chaque fois. On va les retrouver 2 ans plus tard en 94, en 96 et en 98, toujours au mois d'août, enfin juillet-août, pendant l'été. Et voilà, ça va dépeindre un petit peu la France périphérique. On est dans le nord-est de la France. On a 3 classes sociales aussi à travers ces 3 personnages. Donc on a Stéphanie qui est plutôt aisée, enfin ses parents gagnent bien leur vie, voilà, c'est une petite bourgeoise un peu pourri gâtée. On a Anthony qui fait partie de la catégorie des bofs, entre guillemets, où voilà, ils vivent un petit peu dans la misère, avec des petits boulots, avec les allocations, avec le divorce de ses parents, etc. Et puis on a Yacine qui lui carrément fait partie de ce qu'ils appellent les grosses têtes, c'est vraiment les petits trafiquants de la cité. J'ai beaucoup aimé le style, j'ai beaucoup aimé le réalisme en fait de la plume de l'auteur qui arrivait à insuffler des petits détails qui n'ont l'air de rien en fait, qu'on vit tous dans notre quotidien mais qu'on prête pas forcément attention. Comme par exemple, moi ce qui m'a vraiment frappé, c'est à un moment donné Stéphanie qui s'assoit sur une chaise, voilà, elle prend son petit déjeuner sur la terrasse et on est en été, donc elle a un short de pyjama et quand elle se lève, quand elle a fini son petit déj, elle a les marques de la chaise sur les cuisses et ça c'est un petit détail, mais en été, surtout les filles parce qu'on a des shorts plus courts, on a toujours des marques de chaises derrière les cuisses et ça c'est un petit détail mais qui fait vraiment le réalisme du récit. Il y en a plein d'autres. C'est quand même un récit qui cherche à dépeindre la société telle qu'elle est à l'époque en 90, donc il y a beaucoup de références à la pop culture, à la musique de ces années-là. Il y a aussi une absence totale de smartphones, d'internet, des réseaux sociaux. Et puis on parle en francs et pas en euros, mais à part ça, j'ai trouvé que c'était terriblement d'actualité. Voilà, qu'en 2018 ou en 2019, ça pouvait encore être le cas. Il va y avoir voilà, une dénonciation sociale entre voilà, la misère, les allocations, le chômage, travailler dans des usines, les divorces, enfin, ça va parler de tout ça et de la vie en général en fait, dans ce qu'elle a de plus cru en fait. Et voilà, j'ai trouvé que la plume de l'auteur était très réaliste, presque naturaliste. Bon, j'irai pas jusqu'à le comparer à Zola non plus, hein, parce qu'il faut pas déconner, mais j'ai trouvé ça super. Après, c'est vrai que c'est un récit qui est pas forcément très joyeux. Faut pas le lire quand on est déprimé, parce que là, ça va vous mettre un coup de plomb au moral. Mais cependant, j'ai trouvé la plume très belle, j'ai trouvé l'histoire sympa, même s'il se passe pas grand chose, mais un peu comme dans la vie de tous les jours, j'ai envie de vous dire. Et je pense que le prix Goncourt est mérité, donc voilà, c'était une bonne surprise. Ensuite, je suis passée dans toute autre chose puisque je suis allée dans de la fantaisie adulte avec
L'Assassin Royal, donc le tome 3, La Nef du Crépuscule de Robin Hobb aux éditions J'ai lu. Alors il s'est passé 3 ans les gars, 3 ans entre ma lecture du tome 2 et ma lecture du tome 3. Alors, non pas que j'aimais pas, mais je sais pas. C'est vrai que j'ai trouvé que les 2 premiers tomes étaient très introductifs. Du coup ça m'avait un petit peu... Voilà, je m'étais dit bon c'est pas très grave si je lis pas la suite, mais bon il se trouve que j'ai trouvé ce tome 3 en petit découpage J'ai lu chez Emmaüs, donc je l'ai pris. Et ma foi j'ai beaucoup aimé. Voilà, j'ai beaucoup aimé ce tome 3 et je regrette d'avoir tant tardé à m'y plonger parce que vraiment je sentais que dans ce tome 3 il y avait un vrai tournant dans l'histoire, qu'il allait se passer quelque chose, voilà, ça commençait un petit peu à se décanter et à accélérer. Donc pour ceux qui ne connaissent pas l'Assassin Royal, c'est quand même une saga de fantasy adulte reconnue au même titre que Le Trône de Fer ou Le Seigneur des Anneaux. Donc on va suivre Fitz Chevalerie qui est le bâtard du prince héritier Chevalerie. Donc on est dans un système féodal, sauf que son père est mort et sa mère, qui est une pauvre paysanne, décide de le donner à son grand-père, le roi, parce qu'elle ne peut plus avoir une bouche en plus à nourrir. Donc le roi subtil va recueillir son petit-fils bâtard et bon évidemment il ne peut pas lui donner un statut de prince ni rien du tout, puisque c'était un bâtard, mais il va en faire un assassin royal, donc un assassin à la solde du royaume. On va être dans des intrigues de cour, on a aussi Vérité qui est l'oncle, le second fils du roi, qui possède l'art, le don de l'art, de artiser. En fait c'est une des formes de magie du bouquin, il n'y en a pas beaucoup, on est très loin des sorciers, des elfes, des dragons. Là il y a 3 formes de magie. La première c'est l'art, donc c'est le fait de pouvoir communiquer avec d'autres personnes par la pensée. Il y a aussi le vif, qui est le fait de pouvoir communiquer par la pensée mais aux animaux cette fois. Et autant l'art c'est un don qui est très noble, autant le vif est très mal perçu et vu comme une malédiction en fait. Donc voilà, Vérité possède de l'art, donc il peut communiquer par la pensée et c'est très utile dans la guerre qu'il mène contre les pirates rouges qui envahissent les côtes et qui pillent les villages côtiers, mais aussi qui emprisonnent les villageois. Et troisième forme de magie, les pirates rouges, une fois qu'ils ont fait prisonnier les villageois, ils les forgisent. Donc on ne sait pas trop ce que c'est une espèce de maladie qui rend les gens un peu zombies. C'est comme s'ils n'avaient plus d'âme et que voilà, ils ne pensaient qu'à la chair humaine. Ils deviennent très violents en fait quand les pirates les relâchent dans les villages. Vérité est à fond dans cette guerre contre les pirates rouges et Fitz, donc Fitz lui possède à la fois l'art et le vif, sauf que voilà, le vif il est obligé de taire le fait qu'il ait ce pouvoir parce que c'est très mal perçu et qu'on pourrait le condamner à mort pour ça. Et donc voilà, on est dans une sphère un petit peu de complot, d'intrigue de cour, puisqu'en plus on a le cadet en fait de la fratrie, le dernier prince qui est plus jeune, qui s'appelle Royal, qui est un prince très coquet, très imbu de lui-même, qui veut le pouvoir. On sent qu'il a quand même de l'ambition et qu'il est assez avide de ça. Et c'est vraiment un personnage qu'on adore détester, un peu à la manière de Geoffrey Baratheon, si vous voyez dans Le Trône de Fer. Ben, on est un peu sur le même niveau de prince, vous voyez. Et donc voilà, on va suivre Fitz qui navigue un peu en eau trouble dans les couloirs du château avec voilà, ce roi subtil qui commence à devenir sénile, le pouvoir qui commence à perdre, et le prince royal qui cherche à tout prix à s'accaparer le pouvoir. C'était vraiment cool. Et il me tarde de lire la suite, voilà. Si vous aimez bien la fantasy, allez-y. Après, ne vous laissez pas décourager par les 2 premiers tomes qui sont très introductifs, où Robin Hobb prend le temps de mettre en place son univers et ses personnages. Mais finalement, j'ai trouvé que c'était pas plus mal parce que moi, il s'est passé 3 ans entre le tome 2 et le tome 3, comme je vous disais. Et pour autant, je n'avais rien oublié. Quand je suis replongée dans ce tome 3, je me suis tout rappelé. Donc finalement, elle a pris le temps de mettre en place tout ça, mais c'est quand même bénéfique que pour le lecteur qui est vraiment plongé dans cet univers. Et puis après, une fois qu'on y est, ça se lit tout seul. Donc vraiment, j'ai passé un excellent moment de lecture et je lirai la suite avec grand plaisir. 3e livre que j'ai lu, il s'agit d'un petit Agatha Christie avec La Mort dans les nuages, donc publié aux éditions du Masque. Comme je vous le disais, je suis toujours dans mon challenge de lire
un Agatha Christie par saison et ici il s'agissait du Agatha Christie du printemps, juste avant l'été. Alors comme son nom l'indique et sa couverture le laisse présager, il ne s'agit pas du tout d'un huis clos. Non, non, moi je pensais qu'il s'agissait d'un huis clos dans un avion. On va être sur une enquête d'Hercule Poirot. Donc on va retrouver toute une galerie de personnages à bord d'un avion qui traverse la France vers l'Angleterre. Et évidemment il y a Hercule Poirot à bord, sauf qu'il souffre de terribles mal de ventre, du coup il a pris un somnifère, il dort. Et donc on a plusieurs personnages, on a 2 stewards, on a une comtesse et son ami, on a 2 archéologues père et fils, on a un médecin, on a un écrivain de romans policiers, et un dentiste, une coiffeuse, et il y a Madame Gisèle qui est une vieille femme qui semble dormir en fait, et du coup le steward n'ose pas du tout la réveiller, sauf que là on approche de l'atterrissage, il décide de la réveiller, sauf qu'en fait eh ben, il va découvrir qu'elle est morte. Voilà, alors on pourrait penser qu'il s'agit d'une attaque cardiaque ou quelque chose, mais on va découvrir un dard et une piqûre dans sa gorge, dans son cou, ce qui prouve qu'elle a été empoisonnée, qu'on l'a piquée avec un dard. Et évidemment Hercule Poirot va être sur l'enquête en compagnie de l'inspecteur Japp de Scotland Yard. On va naviguer entre Angleterre et France et on va découvrir le personnage de la victime, Madame Gisèle, qui n'est pas si innocente que ça. Ça j'ai beaucoup aimé. Le fait qu'en fait cette femme était prêteuse sur gage, surtout pour des gens mondains qui ont une certaine réputation. Et en fait, ce qu'elle faisait comme garantie pour qu'on la rembourse, c'est qu'elle collectionnait un petit peu les secrets sur ses clients pour être sûre de pouvoir faire du chantage si jamais ils ne la remboursaient pas. Et du coup, voilà, c'était quelqu'un de pas forcément tout blanc, tout innocent. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. Voilà, encore une fois, Hercule Poirot va découvrir la vérité d'une main de maître. Ça se lit toujours très très facilement. L'Agatha Christie, ça reste des constructions narratives assez similaires les uns les autres. Mais voilà, cette enquête d'Hercule Poirot, j'ai beaucoup aimé. Je vous le recommande si jamais vous voulez découvrir. En tout cas, voilà, j'ai validé mon challenge du printemps. Ensuite, je suis partie pour un week-end à Paris et du coup j'avais 1h20 d'avion à l'aller et 1h20 au retour. Et du coup j'en ai profité pour prendre un tout petit livre qui se glissait dans le sac et que je pouvais lire en un aller-retour, et j'ai choisi Le sabotage amoureux d'Amélie Nothomb aux éditions Le Livre de Poche. Désolée si vous entendez des bruits de camion parce qu'il y a des travaux dans ma rue, donc j'espère que ça vous gênera pas trop. Donc Amélie Nothomb, c'est une auteure que j'aime bien lire de temps en temps. Dans ce livre-là, on va être encore dans autobiographie, j'ai envie de dire, mais plus de l'autofiction parce qu'on sent quand même que c'est romancé. J'avais lu Métaphysique des tubes qui parlait de sa toute petite enfance. J'avais lu Stupeur et tremblement qui parlait en fait de sa première expérience en tant que travailleuse en fait dans le monde de l'entreprise du Japon. Et j'avais lu aussi Ni d'Ève ni d'Adam qui parlait de son histoire d'amour quand elle était étudiante au Japon. Là, dans Le sabotage amoureux, elle va nous parler de sa courte période, son court séjour de 3 ans en Chine lorsqu'elle avait 7 ans, puisque son père est un diplomate belge, il était au Japon, il a été muté en Chine et donc il va embarquer toute sa petite famille en Chine. Les familles d'immigrés européens vivent dans un ghetto. Alors c'est vrai que ghetto a une connotation un peu péjorative, mais c'est pas le cas, c'est un très beau ghetto. Dans ce ghetto, les enfants se réunissent un peu en mode guerre des boutons, puisque voilà, il y a tous les immigrés européens qui vont faire la guerre aux immigrés de l'Allemagne de l'Est pour refaire un petit peu la Seconde Guerre mondiale à leur sauce. Amélie est une petite fille pleine d'imagination, puisqu'elle pense que son vélo est un très beau destrier. Et puis un jour, elle va rencontrer Elena, qui est une petite fille de 6 ans, une immigrée italienne, qui va arriver dans son ghetto et dans sa classe de l'école française. Et en fait, elle va tomber éperdument amoureuse de cette petite fille qu'elle va trouver très belle, sauf que c'est pas réciproque. Et que Elena a beaucoup de mépris, de dédain, une certaine froideur envers Amélie, et Amélie va beaucoup en souffrir. La question de ce livre, qui est tout petit, qui fait 120 pages, c'est de savoir jusqu'où on est prêt à aller par amour. Est-ce qu'on est prêt à se saboter soi-même par amour pour l'autre, pour attirer l'attention, ce genre de choses. Et voilà, et alors
ça se passe en Chine, mais ça parle pas vraiment de la Chine puisqu'on est avec une petite fille de 7 ans qui ne sort pas beaucoup en fait, ni du ghetto dans lequel elle est, ni de l'école. Elle va pas voir trop la Chine, elle a très peu de contact avec les Chinois. Mais par contre, voilà, on va parler d'enfance, dans tout ce qu'il y a de plus beau et poétique et pur, cet amour un petit peu pur, et puis cette guerre un petit peu cruelle, comme seuls les enfants savent le faire. Et j'ai trouvé ça très poétique, très beau. Il y a un passage qui m'a fait mourir de rire dans l'avion, j'étais explosée de rire, c'est le passage sur les gonadines, si jamais vous l'avez lu. Et voilà, c'est très frais, c'est très pur, mais en même temps cruel. Et j'ai trouvé intéressant l'espèce d'ambivalence qu'il y a entre les propos tenus qui sont très enfantins et la manière de les dire avec des phrases très riches, très complexes, avec un vocabulaire vraiment très soutenu parfois. Typique d'Amélie Nothomb, ça faisait un décalage voilà, entre le propos tenu enfantin et la manière de le dire très adulte. En tout cas, j'ai passé un super moment de lecture, ça se lit hyper rapidement entre deux gros pavés, ça passe tout seul. Donc voilà, très bonne lecture avec Le Sabotage amoureux. Et enfin, le dernier livre que j'ai lu, et pas des moindres, il s'agit de Le manuscrit inachevé de Franck Tillier aux éditions. Alors là, c'est les éditions Françoisière, mais il est publié chez Fleuve Éditions ou Pocket, il est sorti en poche il n'y a pas longtemps. Donc comment vous parler de ce livre? On va être dans une espèce d'abîme de livre dans un livre dans un livre. Une espèce de poupée russe de livre. J'ai trouvé la construction hyper originale. Donc on a Franck Tillier qui propose du coup, voilà, on a Franck Tillier, Le manuscrit inachevé, qui nous parle d'une préface où en fait il met en scène le fils d'un célèbre écrivain, donc Caleb Traxman, le célèbre écrivain de polar, qui est retrouvé décédé et son fils va retrouver dans la maison familiale un manuscrit inachevé de son père et va décider de le publier avec l'aide de l'éditrice de son père et de proposer une fin. Et donc ensuite on va avoir une autre page de garde, donc avec le manuscrit inachevé par Caleb Traxman, ici avec une nouvelle préface, un nouveau prologue, où là on va avoir deux histoires qui sont au départ parallèles mais qui vont se recouper. D'un côté on va suivre deux enquêteurs, Vadim et Vic, qui vont se retrouver avec une drôle d'affaire sur les bras puisqu'il y a un petit voyou qui a cambriolé une station-service et qui a pris la voiture de quelqu'un qui était en train de mettre l'essence à ce moment-là. Il va s'enfuir, il va y avoir une course-poursuite et il va se terminer dans un ravin. Donc il va avoir un accident de voiture mortel. Sauf que les flics vont découvrir dans le coffre de cette voiture volée un cadavre. Et un cadavre pas facilement identifiable puisqu'on l'a complètement dépecé le visage, on lui a enlevé les yeux, on lui a coupé les mains. Donc oui, c'est un peu gore. Et donc les flics vont avoir cette enquête un petit peu sur les bras, un peu inopinément, parce que évidemment le mec qui s'est fait tirer sa caisse va pas venir dire ouh c'est moi, on m'a volé ma voiture. Il y a quand même un cadavre dans le coffre. En parallèle de ça, on va suivre l'histoire de Léane Morgan, qui est une célèbre romancière de polar. Moi je me l'imaginais sous les traits de Fred Vargas, me demandez pas pourquoi. Et Léane vit un terrible drame personnel depuis bientôt 4 ans, puisque sa fille Sarah, qui avait 17 ans à l'époque, a disparu alors qu'elle faisait son jogging près de leur villa, dans le nord-est de la France, au nord-ouest, je sais pas, Berck-sur-Mer, dans le nord de la France. Et voilà, on n'a pas retrouvé le corps, on ne sait pas qui c'est, est-ce qu'elle est vivante ou pas. Et donc le couple qu'elle forme avec son mari Julian bat de l'aide depuis. Elle est retournée vivre à Paris dans son petit appartement pour être plus proche de sa maison d'édition. Et son mari est resté dans la villa familiale en attendant désespérément leur fille et en enquêtant comme seul un père désespéré peut le faire sur les réseaux sociaux en faisant des groupes, en enquêtant par lui-même. Et c'est vrai que voilà, ils ont plus trop de nouvelles, Léane et Julian, l'un de l'autre, ça fait des mois qu'ils vivent séparément. Et un jour, Julian va laisser un message sur le répondeur de sa femme pour lui dire qu'il a découvert quelque chose sur la disparition de Sarah. Sauf que Léane est trop occupée par la sortie de son nouveau roman pour répondre à son mari. Et en fait, 2 jours plus tard, il y a la police qui va l'appeler pour lui dire que son mari est à l'hôpital, qui s'est fait sauvagement agresser, et elle va découvrir qu'en fait il est maintenant amnésique, donc il pourra pas lui dire ce qu'il a découvert. C'est un peu frustrant, les deux enquêtes vont se recouper.
J'ai beaucoup aimé déjà la construction du roman avec l'objet livre qui est mis en abîme, puisqu'on a affaire à un roman dans le roman de Caleb Traxman qui met en scène lui-même une romancière de polar. J'ai beaucoup aimé aussi beaucoup de références à Arthur Conan Doyle avec l'un des méchants qui se fait appeler Moriarty, donc le méchant de Sherlock Holmes, mais aussi une référence à Misery de Stephen King qui est mon Stephen King préféré, donc j'ai beaucoup aimé. D'autres références peut-être dont je suis passée à côté. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il y avait plein d'indices en fait. Franck Tillier joue avec son lecteur. Alors je sais pas si c'est spécifique de Franck Tillier puisque c'est le premier roman de l'auteur que je lis et il était temps parce que c'est l'un des romanciers de thrillers français les plus populaire du moment. Et voilà, je sais pas si c'est vraiment spécifique de ce livre là ou s'il fait ça dans chacun de ses livres, mais en tout cas j'ai beaucoup aimé le fait qu'il sème des indices, etc. J'ai vite remarqué qu'il y avait des mots qui étaient soulignés, donc j'ai commencé à les noter scrupuleusement et tout en me disant ouais ça veut dire un truc et tout. Et en fait il s'agissait du palindrome qui est en lien en fait avec la thématique du roman. Les thématiques abordées sont très bien avec l'amnésie, enfin la mémoire, l'amnésie, l'hypermnésie, puisque un des flics est hypermnésique. J'ai beaucoup aimé aussi les thématiques du double, du miroir, la perversité, etc. Très sombre. J'ai beaucoup aimé l'atmosphère aussi très océanique, un petit peu brumeuse comme ça. Et puis la fin m'a tellement frustrée sur le coup. En fait, quand tu lis la fin, t'as l'impression que c'est une fin ouverte, mais en fait, pas du tout, puisque Franck Tillier sème un petit indice, donc j'avoue, j'ai triché. Je suis allée voir sur internet parce que je pouvais pas me contenter de ça, et je me demandais, oui, ces mots soulignés, qu'est-ce que ça veut dire et tout. Et en fait, il suffit de lire la première phrase et la dernière phrase du roman avec la méthode de Vic qui décrypte les lettres de Johnson dans le livre. Alors je vais pas vous dire comment il fait ni rien, mais voilà. Si vous avez ce livre sous la main, si vous l'avez lu, et bien reprenez la première phrase et la dernière phrase du roman en utilisant la méthode de décryptage de Vic et tout s'éclairera et là tu te dis waouh quel génie cet auteur, c'était mais juste trop bien. J'ai beaucoup aimé ma lecture, c'était un super roman que je vous recommande. En plus c'est un vrai page turner, les chapitres sont courts, le rythme est effréné, donc parfait pour lire sur la plage en tout cas. C'était vraiment super et j'aimerais bien tenter l'expérience avec d'autres livres de cet auteur, donc si vous en avez à me conseiller, surtout n'hésitez pas à me les dire en commentaire, je serais ravie de prendre note de vos avis. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo bilan lecture, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous avez lu ces livres, si vous les avez aimés ou pas aimés, si ça vous donne envie de les lire, etc. Et si vous avez fait de belles découvertes ces derniers temps. Alors la prochaine vidéo, je ne sais pas quand est-ce que je vais la filmer parce que on arrive sur des températures caniculaires et croyez-moi c'est très compliqué de tourner une vidéo par temps de chaleur comme ça, donc je ne sais pas. Et puis je me dis peut-être que vous l'été vous êtes plus à la plage que derrière YouTube. Alors vous, est-ce que vous êtes plus team à regarder YouTube en été ou pas, parce que je sais pas. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite évidemment de très bonnes lectures, de très bonnes vacances si vous partez à la plage ou ailleurs. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!